Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Nous allons parler comme promis indice US, donc le Nasdaq, le SP500, le Dow Jones. Je vais revenir bien sûr sur le CAC 40 avec une séance particulièrement intéressante pour les titres matières premières. Donc vous avez vu dans le CAC, Total, Technip, EDF, ArcelorMittal, c'est logique. Les matières premières sont bien orientées sur le marché des changes, notamment depuis hier. Mais pas seulement, des mouvements ont démarré depuis quelques semaines, notamment sur le pétrole, le cuivre depuis la semaine dernière, les métaux précieux depuis hier, avec en toile de fond un mouvement de baisse sur le dollar américain qui pourrait, mais à confirmer, prendre de l'ampleur si les statistiques américaines et notamment le niveau de la croissance économique déçoit au premier trimestre. Je vais donc revenir assez largement, comme promis, sur l'analyse technique des matières premières donc industriels ainsi que des métaux précieux. Je vais vous dire un mot de l'analyse technique du CAC et du DAX qui continuent leurs oscillations au sein de ranges bien définies. J'en ai parlé ce matin sur le CAC 40, le DAX qui rejetait ce matin sous sa moyenne mobile à 20 jours. Le CAC qui a à nouveau effectué un excès sous MM20 et qui reste enfermé dans un range dont les bornes sont connues depuis la semaine dernière. Je vous parlerai du GBP, bien sûr, revenir sur certaines choses, puisque le GBP USD a donc débordé cette résistance à 1,5260 et a rejoint les 1,53 $. Et bien sûr, pour conclure, le tour d'horizon des paires croisées et des paires mineures sur le Forex. Je vous laisse prendre connaissance ici de cet avertissement légal qui est sous vos yeux depuis un certain temps. Et je vais donc tout d'abord commencer par les matières premières. Les matières premières, on ne peut pas toutes les mettre dans la même catégorie, il y a des compartiments, mais globalement, elles se sont stabilisées au premier trimestre 2015. Je commence par celle sur laquelle je vous ai déjà dit un mot ce matin, le prix du pétrole. Je ne vous refais pas toute l'histoire de cet actif, mais concrètement c'est haussier depuis le piège du 18 mars sous le niveau des 44 $. Depuis se succède une succession de signaux techniques d'achat. Le prix du pétrole trouve depuis ce matin, une alerte d'ailleurs était disponible sur notre site, une ligne de tendance haussière qui passait précisément par le niveau de prix des 56 $. Le marché rebondit, pour l'instant le rebond est de faible amplitude mais dépasse quand même les 1 $, puisque le prix du WTI selon notre CFD US Oil atteint désormais 57,10 $. J'ai fait l'hypothèse d'une structure triangulaire symétrique dont le prix peut rejoindre la partie haute depuis le rebond donc sur cette ligne de tendance haussière qui existe depuis le 1er avril 2015. Donc une target sur le court terme me semble envisageable, c'est le niveau des 58 $. La suite dépendra du dollar américain, la suite dépendra de l'évolution hebdomadaire du stockage de barils de pétrole aux États-Unis, des chiffres qui sont connus et rendus publics chaque semaine par l'administration américaine d'information sur l'énergie. Les matières premières sont bien orientées, d'ailleurs vous constatez l'impact, je dirais, intermarché, puisque prenez aujourd'hui le top 5 du CAC 40, et bien concrètement vous avez Total, Technip, Total certes les trimestriels y sont pour quelque chose, ArcelorMittal pour les métaux industriels, et je vais revenir sur l'analyse technique du cuivre qui m'intéresse depuis jeudi dernier, et bien sûr EDF. Alors, que peut-on dire sur le prix du cuivre? Eh bien, le cours du cuivre s'est lui aussi stabilisé au premier trimestre 2015, à l'image d'ailleurs du pétrole. Une ligne de tendance m'intéressait sur le pétrole ce matin, celle du cuivre m'intéressait jeudi 23 avril 2015, avec une reprise sur donc un support ici à 2,66 $. Attention, le marché teste maintenant une résistance, cette ligne de tendance en place depuis le 23 mars 2015, qui est actuellement testée. Alors peut-on y voir une espèce sorte de drapeau, pourquoi pas? Nous verrons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que déborder les 2,80 permettrait d'envisager une hausse à nouveau en direction des 2,90 $. Alors vous êtes en train d'assister à l'émission Wall Street Insider. Wall Street ouvre dans 9 minutes, c'est pourquoi je réserve l'analyse technique des grands indices boursiers US à l'ouverture de Wall Street, ce qui me laisse le temps de vous parler de ces matières premières. Donc le prix du cuivre, je me suis intéressé à cette structure ici, on pouvait même envisager en H4 une pattern ici en épaule, tête-épaule inversée depuis cette ligne de tendance. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons envisager sur ce marché? Je pense que, alors on pourrait basculer sur des, des bougies encore plus en intraday, mais c'est possible que ce marché soit en train de construire ici une espèce de pattern de très court terme en fanion.
En tout cas, si jamais le prix du cuivre déborde les 2,80, je pense qu'il s'agira cette fois-ci de rejoindre les 2,90. Alors, la baisse du dollar américain soutient ce marché depuis la semaine dernière, depuis une semaine environ. À cela s'ajoutent toujours des rumeurs persistantes en provenance de Chine, à savoir de nouvelles mesures accommodantes de la Banque populaire de Chine. Donc voilà, ça généralement, ça soutient le prix des matières premières industrielles qui sont fortement consommées par la seconde économie mondiale. D'un point de vue de l'analyse technique, je pense que voilà, le niveau des 2,80 me paraît important. Il y a un support ici, je pense qu'il ne sera pas retesté, mais si c'était le cas, le niveau des 2,70 m'intéressera à nouveau pour une stratégie positive. Donc le pétrole, depuis ce matin, une ligne de tendance qui était exploitable. Le cuivre l'est depuis la semaine dernière. Maintenant, pour aller au-delà, il faut déborder les 2,80. Ce qui peut permettre à ces marchés de déborder des résistances serait la confirmation des signaux négatifs donnés par le dollar américain depuis la session européenne, puisqu'en l'état, sur la base de clôture intraday, notamment H4, en effet, le support des 11 888 points est rompu. Alors d'une certaine façon, si j'allais au bout des choses, ce qui me dérange en fait, d'aller au bout des choses d'un point de vue de l'analyse technique, c'est toutes ces statistiques qui se présentent devant nous. Des statistiques, parfois ça bouleverse un scénario graphique, mais imaginons, oublions les statistiques, faisons comme s'il n'y avait pas de statistiques, ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, mais si je m'en tiens uniquement au graphique, j'ai sous les yeux une espèce de double top. Donc forcément, si je devais exclure l'impact que pourraient avoir des statistiques qui diffèrent du consensus, en l'état, j'ai déjà, d'un point de vue d'analyse technique, un signal qui m'invite à penser que notre indice FXM Dow Jones Dollar Index peut se replier en direction des 11 830, voire 11 800, voire 11 750. Ce qui forcément laisse envisager des progressions sur certaines matières premières ou sur des paires en dollars majeures. Donc, en partant de l'hypothèse que ça fait beaucoup de si, mais on n'a pas vraiment le choix lorsqu'il s'agit du dollar américain. En partant de l'hypothèse que les statistiques ne seraient pas trop éloignées de ce qu'envisage le consensus, on peut considérer que nous avons, depuis la session européenne, la fin de session européenne, une cassure de support annonçant un double top ici sur le FXM Dow Jones Dollar Index. Alors, forcément, cela a permis à des paires en dollars de déborder des résistances qui étaient envisagées ce matin. Avant de vous en parler, je passe en revue les métaux précieux, car je pense que quelque chose se prépare, et notamment depuis hier. Alors, un coup d'œil, permettez-moi, rapide sur les chandeliers journaliers. Ce qui est rarement le cas dans cette émission, mais passons-les en revue. Que nous dit l'analyse technique en données journalières de l'once d'or? Elle nous dit que des choses deviennent intéressantes. Deux choses. Tout d'abord, le chandelier d'hier. Alors le chandelier d'hier, il a quand même la forme d'un avalement haussier. Le chandelier journalier d'hier avale les 3 séances précédentes. Celle du 22 avril, celle du 23 avril et celle du 24 avril. Donc c'est un avalement. Si je cherche à en calculer la cible théorique, ça me donne quelque chose qui est compris entre 1220 voire 1224. Il ne faut pas non plus s'emballer, ça va dépendre du dollar US. Ce qui est compliqué sur les métaux précieux, c'est que ce sont depuis le début de l'année des marchés d'orange. Mais en tout cas, la séance d'hier m'invite à proposer quelque chose. Vous avez un article sur notre site qui revient dessus. Mais la séance d'hier m'invite à croire que vous retrouvez ici l'avalement. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un avalement qui est décomposé en chandelier H4, c'est-à-dire que c'est la bougie journalière qui est un grand corps qui avale les 3 séances précédentes négatives. Ici, cette séance du lundi 27 avril, elle est décomposée en chandelier H4, ce qui me permet de trouver, je dirais, une invalidation à cette anticipation. Une invalidation que je vais choisir volontairement très serrée, parce que vu la force du chandelier d'hier, il faut rapidement confirmer.
et c'est souvent comme ça qu'on utilise les structures en chandelier japonais, généralement la séance d'après doit confirmer. Si c'est pas le cas, eh bien c'est que ça sent pas bon. Donc en clair, moi je pense qu'il faut tenir 1199, c'est serré, c'est agressif, mais j'aimerais pas voir l'once d'or repasser sous 1199, et ce qui serait vraiment une confirmation, ce que certains peuvent peut-être attendre, c'est de déborder les 1207. Donc dans ces cas-là, forcément, là, si le marché attaque les 1207, c'est pas pour s'arrêter à 1210, c'est probablement pour rejoindre 1220, voire 1224. Donc, en l'état, avec un money management adapté, une exposition qui ne dépasse pas, comme d'habitude, 5% du capital du compte, envisager une stratégie d'achat protégée par un stop serré pour viser le débordement des 1207 et rejoindre 1220, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. J'abandonne complètement sous 1199 si le marché revient et tout. J'aimerais pas du tout ça. En cours de clôture, bien sûr. J'aimerais vraiment pas que le marché rebascule sous cette ligne de tendance. Voilà donc l'opinion que je pouvais vous donner sur le XAUUSD, le fameux 11 d'or sur les marchés financiers. Le copper doit confirmer, mais le peut, mais pour cela il faut déborder les 2,80. Alors le gaz naturel, je ne vous en dirai pas grand chose puisque il n'y a pas grand chose à dire sur ce marché, qui est beaucoup trop volatile à mon goût, je trouve. Le pétrole WTI, j'en parle tous les jours dans toutes les émissions, je viens de vous en parler. Le Brent, lui, a probablement aussi un support sur lequel il réagit depuis ce matin, le niveau des 64 $, mais je préfère de loin m'intéresser au pétrole brut US, beaucoup plus déjà surperformant de manière générale. Donc c'est celui-ci qui m'intéresse. Et enfin, le XAG USD me semble lui aussi être sorti par l'eau d'une espèce de pattern, de wedge, qui, alors si je rebascule d'ailleurs sur des chandeliers D1, permettrait, alors là aussi, si la confirmation vient du débordement des 1207 $ sur l'once d'or, je dirais que sur l'argent métal, il va falloir vite confirmer, et très vite, en débordant les 16,50. Donc 1207 $ et 16,50 sont des niveaux qui, s'ils sont débordés en D1, permettent d'envisager des choses meilleures ici sur ces métaux précieux dont l'avenir de toute façon ne dépend, je dirais, grosso modo, que du dollar US, d'une certaine façon, étant donné que ces marchés ne sont pas réellement recherchés pour leur attrait intrinsèque depuis le début de l'année. Voilà donc ce tour d'horizon des matières premières industrielles des métaux précieux, qu'on retrouve d'ailleurs assez largement sur les actions, qui sont la source du prix des indices boursiers. Alors ces indices boursiers, que nous disent ces indices boursiers? Tout d'abord le DAX. Le DAX, un mot bref avant de passer aux indices US qui viennent d'ouvrir pour ce qui est du marché cash. Le DAX, ça n'a pas changé depuis ce matin, un trading range, des lignes chartistes qui délimitent ce range, mieux, des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 20 jours ici, sur les bougies japonaises en données 4 heures, résistance, tous les excès au-dessus sont shortés, la MM50 jours, tous les excès en dessous sont achetés. Et où se situe actuellement le DAX? En plein milieu, à équidistance entre la MM20 et la MM50. Ce qui me permet de vous donner l'opinion suivante, c'est neutre. Le CAC fait exactement la même chose. C'est un range. Cette ligne de tendance ne sert à rien. Un range, une compression entre la ligne de tendance baissière de long terme pluriannuelle. Ligne de tendance baissière en place depuis l'année 2007. Cette oblique ici que j'ai forcé le trait en épaisseur, représente tout simplement la ligne de tendance baissière qui joint le sommet de marché le plus saillant de l'année 2000 et le sommet de marché le plus saillant de l'année 2007. Ce qui vous explique hier cette mèche haute à 5285 points, car elle attrape pile poil justement cette oblique chartiste.
La partie basse du range, la moyenne mobile simple à 20 jours, qui est support depuis l'engagement par la Banque Centrale Européenne en janvier dernier d'un programme de quantitative easing. Et c'est donc depuis que se déploie le rôle de support de cette MM20. Nous avons eu ici un piège le 26 mars, rapidement neutralisé, donnant le point de départ à une accélération haussière et des débordements de résistance. Nous avons eu hier un piège, donnant naissance à un contre-pied, mais cette fois-ci, la ligne de tendance baissière de long terme s'est rappelée au bon souvenir de l'indice parisien. Le marché retombe sur MM20. J'écris depuis le début de la semaine dernière des articles mettant en avant chaque jour de la volatilité et des oscillations au sein de ranges sur les actions zone européenne. Depuis tout simplement la deuxième semaine du mois d'avril, qui a vu les indices boursiers européens reculer sur un rythme hebdomadaire, ce qui n'était pas vu depuis le début de l'année. Donc c'était simplement un changement. Nous sommes passés d'une phase de hausse à un marché de range. Les ranges, par définition, sont des phases non directionnelles. En clair, des débordements de résistance ne donnent pas naissance à des phases de hausse. Des cassures de support sont tout le temps pris à contre-pied. C'est exactement ce qui se passe sur le marché parisien. Donc la seule solution, c'est d'intervenir sur les bornes extrêmes. Pour le moment, la moyenne mobile à 20 jours reste support sur l'indice CAC 40. La seule chose, je dirais que ce qui la mettrait clairement en risque, ce serait de briser les 5126 points sur l'indice parisien. Mais pour le moment, ce marché est tout simplement établi dans un puissant range. Je le délimite volontairement. Désormais, j'estime qu'il est entre 5175 et 5285. Et voilà dans quoi nous sommes. D'ailleurs, de manière générale, lorsque vous regardez l'ensemble des actions de la zone euro, c'est exactement ce que vous retrouvez aussi sur l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 qui est d'ailleurs très proche dans sa construction du DAX. Je dirais que le seul indice, en tout cas les indices qui étaient intéressants vendredi dernier, c'était le MIB et l'IBEX qui eux ont bien réagi en fin de semaine dernière sur les précédents tops de 2014. Donc c'est vrai que l'IBEX se contente de faire un flat au-dessus des 11 242, c'était le précédent top de l'année dernière. Donc c'est un changement de polarité qui est assez propre. De même que le MIB, qui lui n'a même pas effectué de pullback. Voilà où se trouve le précédent top de 2014, 22 550. Le MIB a réintégré la MM 20 jours. Donc je dirais que lui aussi maintenant désormais s'établit dans une sorte de range entre 23 000 points et les 24 000 points. Les indices US, que penser des indices US? Eh bien c'est ce que je vais maintenant vous livrer comme analyse. Alors non, ça c'est l'once d'or, je vous en ai déjà bien parlé, donc je cesse de vous en parler. Les indices US. Alors, les indices US pour moi il y a deux catégories. Il y a les indices Nasdaq et le reste. Les indices Nasdaq, vous avez sous les yeux un graphique vierge qui me permet de vous rappeler qu'on vous propose des analyses fermement haussières depuis le piège du 16 janvier. Encore une fois, j'aime beaucoup ce type de configuration qu'on a eu sur le pétrole, qu'on a eu sur les paires en yens, qu'on a eu sur le Nasdaq le 16 janvier dernier. Je vous rappelle le principe, on tente de casser un support, on le réintègre, c'est donc derrière un signal d'achat en l'état, et depuis, ce marché n'a fait qu'exploser. D'ailleurs, le Nasdaq 100 est le seul indice boursier US qui semble vouloir s'installer au-dessus des sommets de l'année, des sommets annuels. Ici, vous avez ça sur le Nasdaq 100, avec un signal d'achat qui a été donné le 23 avril. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'émission Wall Street Insider, non, dans le morning meeting de vendredi dernier, je vous ai expliqué que ce marché avait donné un signal haussier. Premier support 4483. Peut-on envisager un pullback sur 4483? Aucune idée, mais si c'est le cas, ce sera bien. Ce serait même parfait. Alors, idéalement, en oubliant le niveau horizontal, j'ai l'impression qu'en fait, en données journalières, on est sorti par le haut, ici sur le Nasdaq 100, d'une sorte de triangle. Attendez, je vais l'ajuster proprement. C'est juste pour envisager ce que pourrait être un excès baissier. Vous donner une amplitude max. Et ce que l'on peut viser.
Donc ça c'est le Nasdaq 100, on peut envisager en effet une forme de triangle, hein, rectangle, en tout cas un pullback sur 4460, 4480 m'intéresse. Je pense d'ailleurs qu'on va désormais faire un flat et que voilà, revenir s'approcher un peu de cette zone. De toute façon c'est le seul indice US qui m'intéresse globalement pour une stratégie positive. Je vais aller vous chercher le Nasdaq Composite. On va le comparer avec les sommets de l'année 2000. Parce que globalement tout le monde vise. De toute façon. Alors le Nasdaq Composite lui aussi s'est emballé. Voilà. Donc là vous avez sous les yeux sur ce site partenaire tradingview.com le Nasdaq Composite. En clôture mensuelle, le Nasdaq Composite fait des nouveaux sommets depuis longtemps. Ça fait depuis pas mal de temps qu'en clôture mensuelle, il fait des nouveaux sommets. Par contre, les sommets historiques du Nasdaq Composite, alors un instant, hop, se situent encore au-dessus du niveau actuel des cours, aux alentours des 5132. Et c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, on voit que la cassure mensuelle en clôture qui est intervenue sur ce marché au début d'année 2015 était en l'état un signal d'achat sur le Nasdaq. Donc moi, mon opinion, c'est qu'il faut s'intéresser au niveau de support. On a fait une espèce de structure en bearish engulfing hier en H4 qu'on retrouve sur les indices DO et SP500 qui ne sont pas du tout aussi attractifs. J'aurais donc tendance à dire que les 4500 points me semblent être un bon support pour se placer. De toute façon, ce marché m'intéresse, et ce tant qu'il se maintient au-dessus des 4460, 4483. C'est sous ce niveau que j'abandonnerai l'anticipation haussière proposée depuis de nombreux mois. Et sur le court terme, voilà, je dirais que les 4500 points sont un support potentiellement attractif sur ce compartiment technologique US. Alors, bon, n'oubliez pas, et j'ai volontairement commencé par les matières premières, notamment les métaux précieux, que du mouvement est attendu encore sur ces actifs. Ensuite, les indices US, de manière générale. Alors le SP500 et le Dow Jones, c'est vraiment pas le Nasdaq, ça n'a d'ailleurs pas grand chose à voir. Pour l'instant, ces indices-là n'ont pas confirmé les nouveaux sommets des indices Nasdaq. Le SP500 hier a rejeté sous les 2120 et finalement reste en range. On a fait d'ailleurs hier une espèce d'avalement baissier en H4 aussi, qui permettait de viser 2102 points. Les 2102 points ont été atteints. Franchement, le SP500, bon, en H4 par contre on a un espèce de marteau ici sur les 2100 points. Mais concrètement, je pense que ce marché désormais, après la séance d'hier, il est plutôt sous pression sur le court terme. Enfin là je vois pas réellement de choses intéressantes dessus. Le Dow Jones, lui, on retrouve aussi ce marteau H4, mais un marché qui est toujours dans l'incapacité de déborder l'oblique de tendance baissière qui attrape le sommet du 2 mars et le sommet du 23 mars. C'est pour cette raison que des trois indices boursiers US, ici sur lesquels j'ai des graphiques pour vous proposer une analyse technique, seul un m'intéresse, c'est le Nasdaq 100, sur lequel je vous invite non pas à payer les yeux fermés, mais à surveiller les premiers supports. Le premier d'entre lui étant entre 4483 et 4500 points. Aucune stratégie me semble envisageable avant un test du support des 4500 points au bas mot. Alors, ça c'est ce que je pouvais vous proposer sur les indices US. Le dollar en l'état, bah écoutez, si on fait confiance à l'analyse technique, c'est un double top, sous réserve bien sûr que les statistiques ne mettent pas à mal ce que dit le graphique. Le graphique, bah voilà, on a une cassure quoi, donc c'est une cassure, voilà. C'est forcément un facteur de faiblesse pour l'USD et donc un facteur de force pour tout ce qui s'oppose à l'USD, notamment le XAU USD, mais pas seulement.
pas seulement. Le GBP USD réalise, en dépit d'un chiffre décevant du PIB britannique, une cassure de résistance, 1,5260, c'est cassé. Je pense qu'on peut aller chercher 1,5335, voire pourquoi pas 1,54, et même pourquoi pas pousser à 1,5495. La suite dépendra de l'USD. L'USD Yen ne présente aucun intérêt, en plein milieu d'un range. Ces deux monnaies d'ailleurs sont globalement sous pression, ce qui fait que l'USD Yen ne présente aucun intérêt. Un signal a été... Alors l'AUD USD est particulièrement fort, mais de manière générale l'AUD est fort, c'est ce que j'ai vu sur l'AUD CHF, mais a priori il y en a plein d'autres. Même l'AUD NZD. Alors l'AUD NZD, c'est aussi du fait que le marché envisage demain une décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui pourrait mettre sous pression davantage le NZD. Mais je pense que l'AUD USD va rejoindre à court terme 0,80, voire un 0,8035. On a eu un signal d'achat sur l'AUD USD durant la session asiatique à la cassure des 0,7880. Ici, là, le marché est sorti par le haut d'un espèce de canal qui capait les cours depuis un paquet de temps. Donc je pense qu'on peut aller chercher 0,8035 à court terme. C'est un niveau horizontal, après j'en sais rien. Mais en tout cas, sur le court terme, viser 0,80, 0,8035, allez on va dire 60 pips. Ce qui peut permettre à l'euro, au GBP USD d'aller chercher 1,5335 et à l'once d'or de croire en la capacité du marché à casser la résistance des 1207 pour aller chercher 1220. C'est un ensemble de scénarios intéressants selon l'analyse technique. Maintenant, la prochaine statistique US, elle est à 16h. La confiance du consommateur US selon le Conference Board. Et autant vous dire que si la confiance du consommateur US explose le consensus, l'USD va la faire à l'envers à tous les vendeurs. Mais c'est pas fait. Donc on verra. J'ai envie de dire que pour tous ces scénarios que suggère l'analyse technique, mieux vaut une confiance du consommateur US qui soit décevante. Et de manière générale, mieux vaut demain que le ralentissement du niveau de la croissance économique aux États-Unis soit confirmé. Alors pourquoi est-ce que je donne ce sentiment de craindre des pièges? Eh bien parce que ça arrive souvent lorsque on envisage le dollar US. Donc voilà, en tout cas il y avait un certain nombre de choses à faire en amont des statistiques et ce que suggérait l'analyse technique. Après, la question est de savoir si vous souhaitez rester en position durant le chiffre ou encaisser avant ou partiellement. Ça fait partie des éléments de gestion de position de trading qui vous appartiennent complètement. Mais complètement. Alors, même le NZD USD donne de la voix. Mais celui-là, je serais méfiant avec demain la RBNZ, même si je pense que le NZD USD peut aller à nouveau tester les 0,7740. Franchement, il y a quand même beaucoup mieux à faire sur le GBP USD ou encore le XAU USD. Alors j'ai l'impression d'en avoir oublié une, bah oui, l'euro-dollar forcément. L'euro-dollar, bah lui aussi, hein, il se reprend. Bon, bah, il donne quand même le sentiment de revouloir s'attaquer au indice, voire au indice 50, probablement. D'un point de vue technique, le débordement des 1,0950 qui était le précédent top ici en H4 a permis une certaine accélération. Cependant, je ne le mettrai pas dans la top list des graphiques les plus intéressants. Un statut que j'accorderais plutôt au GBP USD ou au XAU USD, voire à l'AUD USD. L'eurodoll, certes c'est haussier, mais je préfère largement les trois que je viens de vous citer. L'euro GBP est flat. L'euro GBP il est flat.
Mais globalement, donc depuis la cassure des 0,7220, il a rejoint 0,7122. Maintenant, il s'établit dans un range entre 0,7122 et un range de 100 pips, qui est cette fois-ci quand même moins exploitable que par le passé. En tout cas, c'est désormais moins intéressant, je pense, de s'intéresser à cette paire de devises. Alors, je reviens sur le DAX. Y a-t-il un risque de voir le DAX retomber sur la MM 50 jours? Je pense que oui, clairement, étant donné que c'est globalement la partie basse du range en place depuis une semaine. Ça me semble logique à la vue du rejet de ce matin sous une oblique chartiste et sous la moyenne mobile à 20 jours, donc ce qui peut permettre d'envisager un DAX retomber en direction des 11 800, voire des 11 780. Alors, il est 15h48, je vais répondre à vos questions en laissant le XAUUSD ici, le DAX, et puis ce que vous voulez au fond. On va mettre un indice US. Voilà, le DAX, donc l'once d'or à gauche, l'once d'or à gauche, le DAX en route pour la MM50 au centre, et le Nasdaq 100 qui pull back vers 4480, je suppose. Les questions. Alors, question de Yves. N'y aurait-il pas des divergences baissières sur l'euro, dollar, etc., etc. Alors, voilà, la réponse est non. Mais de manière générale, lorsque vous posez la question, n'hésitez pas à fournir un chart. Comme ça, je vois exactement de quoi vous voulez parler. Et on peut gagner du temps. Mais je pense que là, c'est boule. Je remets le DAX. Allez. Est-ce que le DAX peut perdre une trentaine de points supplémentaires? Ça semble dans l'ordre du possible. Est-ce que je peux expliquer la force du dollar australien? Alors, non, dans le sens où j'étais complètement off hier et je n'ai pas pris le temps de jeter un œil à d'éventuelles statistiques. Ce qui me paraît le plus probable, c'est les mesures de soutien qu'anticipe le marché en provenance de Chine. D'une certaine façon, je ferai un lien entre le dollar australien et peut-être l'environnement général des matières premières, et puis probablement aussi le comment dire le dollar US. Voilà. Alors je continue les questions. Donc voilà, vous êtes très nombreux à saluer, donc ça fait plaisir. N'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, le concours des analystes dans le forum va commencer. Donc vous allez bientôt recevoir un certain nombre d'éléments. Il y a une section qui va être créée dans le forum. Concours des analystes qui sera géré donc par Sylvain Logadanin, qui commence la semaine prochaine, qui dure la première semaine de chaque mois, où vous allez pouvoir produire des analyses de marché, etc., etc. Bon, les détails arrivent, mais ça commence la semaine prochaine. Alors, Crani, tu es stoppé sur l'once d'or. Alors, j'imagine que tu avais probablement une position vendeuse. Alors, voici le graphique que tu nous proposes. Cette fois-ci, c'est... Ah oui, alors, l'euro AUD. Forcément, moi je jetais un œil à l'AUD CHF notamment. Bon, les conditions sont plus les mêmes, hein, la corrélation, etc. Mais globalement, oui, c'est sûr que l'AUD est fort. De manière générale, je rapprocherais ça de ce qui se passe sur les matières premières, sur le dollar canadien, le dollar australien, tout ça. Un environnement qui peut-être tend à se renforcer ensemble. Peut-on revoir les 5000 points sur le CAC? Alors, j'ai envie de dire, tout est possible. Hein, tout est possible. 5000 points, c'est pas loin. Si le marché casse la MM20, ce qu'il n'a pas encore fait, hein, puisque à chaque fois je pense que ce qui a dû largement vous piéger, c'est la première demi-heure d'hier matin, entre 9h et 9h30. Là, c'est vrai qu'on repasse en dessous. Revoir 5000 points, c'est quand même pas compliqué. Donc c'est dans l'ordre du possible. Après, bon, pour l'instant, on est dans un range, hein, donc on n'est pas...
enfin voilà, on n'a pas encore donné de signal. Moi, à votre place, je me concentrerai davantage sur tout ce qui s'oppose à l'USD sur le court terme, plutôt que se focaliser sur les indices qui font du yo-yo dans des ranges et qui, à moins d'intervenir sur les bornes extrêmes, font mal aux stratégies de trading. Qu'est-ce que je pense de l'AUD Yen? J'imagine que ça doit être haussier. Alors, ouais, ça, je fais plus qu'imaginer. L'AUD Yen. Alors, l'AUD Yen, c'est hyper haussier. Je jette un œil en D1. Ok. L'AUD Yen, il est bien parti pour donner un nouveau signal aujourd'hui. Il ne faudrait pas que la clôture se fasse différemment. Mais en partant du principe que ce soir, nous aurions une cassure des 84,65, l'AUD Yen pourrait monter davantage, voire même beaucoup plus. Bon, en tout cas, la reprise, elle a commencé depuis un certain temps. Maintenant, on va tester, on tente d'aller plus haut. Mais oui, de toute façon, de manière générale, c'est carrément, c'est complètement haussier, quoi. Bon, par contre, se présenter maintenant sur l'AUD Yen en termes de timing, c'est un peu limite. C'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, le marché tente de déborder les 94,66. Si c'est le cas, on pourra envisager davantage. Après, on arrive quand même au contact d'un certain nombre d'objectifs. On avait donc d'abord ce mât. Ici, on avait ce mât. Alors, il faudrait que j'arrive à l'attraper. Ici, on avait une pattern en épaule tête épaule inversée. Vous l'avez tous vu. Le signal d'achat a vraiment été donné à la cassure des 93,25. Donc, forcément, depuis, ça a explosé. 90, 93, ouais, c'est ça. Bon, on arrive un peu après la bataille. Salut Crani, salut tout le monde. Alors, Top Chef, le Bund. Alors, le Bund, vous êtes short à 159, à stop 0. Alors, moi, en fait, j'ai évoqué le Bund ce matin dans le morning meeting et j'avais tendance à croire qu'on était plutôt en train de tester un support. En tout cas, une ligne de tendance. Donc, généralement, quand j'ai un support sous les pieds, j'ai du mal à envisager une stratégie de vente. Mais, en partant du principe que, pour certains, on aurait fait un sommet majeur le 17 avril, et qu'on serait dans un flat appelant à une réplique, en fait, moi, je reste plutôt haussier sur ce marché, au-dessus des 158,95 et des 159. Donc j'aurais un peu de mal à vous donner un objectif de cours pour une position short à 159. Sachant qu'on est à 159,23, moi ma question, Top Chef, serait plutôt de savoir, lorsque vous avez shorté à 159, où avez-vous positionné votre stop? Et dans ces cas-là, faire confiance jusqu'au bout au scénario. Le WTI. Alors, le WTI, j'en ai parlé en début de morning meeting. J'ai ouvert le Wall Street Insider sur le prix du pétrole et de manière générale sur les matières premières. Donc voilà, je l'ai bien couvert déjà. Mais concrètement, au-dessus des 56 $ et du rebond sur cette ligne de tendance haussière, je pense que le pétrole peut revenir à 58. La suite dépendra du dollar US et des informations hebdomadaires sur le stockage de barils de pétrole aux États-Unis. Alors, Top Chef 159,40, je comprends mieux cette fois-ci. Alors voilà, donc Top Chef, ok. Alors vous dites, vous prenez. Alors attention, je veux pas moi vous mettre juste un rappel. Vous avez pris une position à 159,40. Vous avez des paramètres de gestion de position. Moi là, je viens de vous donner mon point de vue. Ça ne doit pas vous amener à modifier votre position de trading. Il faut aller jusqu'au bout. Je pense qu'on ne peut pas modifier une position déjà ouverte en tenant compte d'un commentaire de marché. Donc je pense prenez quand même du recul. Moi j'ai ma vision des choses.
Mais le plus important, je pense que c'est d'aller jusqu'au bout de votre position de trading, c'est-à-dire vous avez le prix d'entrée, le stop, la target, ou éventuellement au moins le stop, aller jusqu'au bout du trade. Alors Jack Vince, visiteur me dit Fidel Castro est mort. Bon, ça, j'ai pas d'informations qui arrivent à ce sujet, donc j'invite tous les auditeurs à vérifier les sources. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions et avoir tout couvert. Soyez donc prudents, il y a des scénarios d'analyse technique qui ont déjà produit des objectifs de cours ou qui sont en train de les faire maintenant pour ce qui est du dollar américain et ce qui de toute façon sera source de tous les mouvements de marché cette semaine sur le FX et sur les matières premières. Il y a des signaux techniques qui sont négatifs, il y a une phase de baisse en place depuis la mi-avril, des grands rendez-vous. L'analyse graphique donne un certain message. Attention aux statistiques qui peuvent bouleverser ce qu'indique l'analyse technique. Ce qui signifie que, avant les chiffres, il faut avoir sérieusement sécurisé des gains ou rabaisser les stops de protection. Merci beaucoup et je vous retrouve donc, et soyez présents s'il vous plaît, à 17h30 pour la clôture de la Bourse de Paris et un bilan du CAC 40, les actions qui ont bougé, etc. Voilà, à tout à l'heure, merci.